À 89 ans, l'un des derniers hommes à avoir marché sur la Lune rompt enfin le silence. Charles Duke détient un secret que la NASA n'a jamais complètement révélé au public. Il a guidé Neil Armstrong vers ce premier pas historique depuis le contrôle de mission, puis est devenu l'être humain le plus jeune à laisser des empreintes sur le sol lunaire. Pendant plus de 50 ans, sa mission a été oubliée tandis que le monde célébrait Apollo 11. Mais ce que Duke a été témoin sur la Lune contredit tout ce que nous pensons savoir sur ce monde mort et silencieux. La voix derrière le plus grand moment de l'histoire. Le voyage de Charles Duke vers la Lune a commencé à Charlotte en Caroline du Nord, où le jeune Charlie s'allongeait sur le dos à regarder les traînées de jets traverser le ciel du Sud. Les lignes blanches contre le bleu sont devenues son obsession. Duke était brillant diplômé en tant que major de sa promotion à l'Académie de l'amiral Farragut en 1953, puis obtenant son diplôme de l'Académie navale des États-Unis. Mais Duke avait les yeux rivés sur le ciel, pas sur la mer. Il a choisi l'armée de l'air à la place, obtenant finalement un Master of Science en aéronautique et astronautique au MUT en 1964. En avril 1966, la NASA a sélectionné Duke comme l'un des 19 hommes de son 5e groupe d'astronautes. Mais le premier goût de l'histoire de Duke ne s'est pas fait dans un vaisseau spatial, mais assis à un poste de contrôle à Houston. En 1969, la NASA l'a désigné comme Capcom pour Apollo 11. Capcom signifiait communicateur de capsule, la seule personne au contrôle de mission autorisée à parler directement avec les astronautes dans l'espace. À seulement 33 ans, Duke est devenu la voix que le monde entier entendrait lors de la plus grande réalisation de l'humanité. Le 20 juillet 1969, des millions de personnes ont regardé Armstrong piloter le module lunaire Eagle vers la surface de la Lune. Le carburant était en train de manquer dangereusement. L'accent du sud de Duke a traversé la tension alors qu'il annonçait le temps restant. 60 secondes de carburant, puis 30 secondes. Le contrôle de mission retenait son souffle. Puis la voix d'Armstrong a grésillé à travers les haut-parleurs. Houston, ici, la base Tranquility. L'Eagle a atterri. Duke était tellement submergé par l'émotion qu'il a trébuché sur sa réponse. Roger Tranquillité, nous vous recevons au sol. Vous avez un groupe de gars qui sont sur le point de devenir bleus. Nous respirons à nouveau. Merci beaucoup. Ce Tranquility déformé est devenu l'un des moments les plus humains de tout le programme Apollo. Les mots de Duke ont été diffusés à des millions de personnes, mais son visage est resté inconnu. Il était l'astronaute invisible, la voix que tout le monde reconnaissait, mais l'homme que personne ne pouvait imaginer. Duke a ensuite comparé cela à regarder ses enfants faire leurs premiers pas. Fierté mêlée d'anxiété, joie assombrie par la connaissance qu'il était séparé de l'expérience par 40 000 miles d'espace vide. Le poids psychologique de ce rôle ne l'a jamais quitté. La chance de Duke de marcher sur la Lune a failli ne jamais se réaliser. En tant que remplaçant pour Apollo 13, il a accidentellement exposé l'équipage à la rubéole. Ken Mattingly a été retiré juste 72 heures avant le lancement. Mais lorsque le réservoir d'oxygène d'Apollo 13 a explosé, Duke a passé 35 heures d'affilée au contrôle de mission à aider à sauver l'équipage. Dans un retournement du destin, Mattingly a ensuite été désigné comme pilote du module de commande pour la propre mission Apollo 16 de Duke. La réalité écrasante d'un monde étranger. Apollo 16 a été lancé le 16 avril 1972, un dimanche après-midi en Floride. Duke avait 36 ans, ce qui faisait de lui l'astronaute le plus jeune de la mission. Le commandant John Young était un vétéran des missions Gemini et Apollo. Ken Mattingly faisait son premier vol spatial après avoir été retiré d'Apollo 13. Leur destination était les Highlands de Descartes, une région que les scientifiques croyaient révélerait des preuves d'une ancienne activité volcanique. Aucune mission Apollo n'avait exploré en profondeur les hautes terres lunaires auparavant. C'était un territoire inexploré. Le voyage vers la Lune a duré 3 jours. Puis est venu un problème qui a failli annuler l'atterrissage. Après être entrés en orbite lunaire, Duke et Young ont séparé leur module lunaire Orion du module de commande Casper de Mattingly. Mais le moteur principal du module de service a développé des oscillations inattendues dans son système de contrôle de secours. Les règles de mission étaient claires. Si le moteur était peu fiable, les deux vaisseaux spatiaux devaient rester ensemble au cas où ils devaient avorter. Pendant 6 heures agonisantes, Duke et Young ont attendu en orbite pendant que des ingénieurs à Houston analysaient les données. Enfin, Houston a déterminé qu'ils pouvaient contourner le problème. L'atterrissage se poursuivrait, mais avec 6 heures de retard. Duke et Young ont commencé leur descente vers les Highlands de Descartes le 20 et 1 avril 1972. Young pouvait enfin voir leur site d'atterrissage. Duke a annoncé les angles de la fenêtre montrant qu'ils dérivaient au nord et à l'ouest de la cible.
Young a effectué des corrections poussant le contrôleur manuel pour donner de nouvelles coordonnées à l'ordinateur. Orion a touché le sol à seulement 270 mètres du point d'atterrissage prévu. Lorsque Charles Duke est sorti sur les Highlands de Descartes, il est devenu la 10e personne à marcher sur la Lune et, à 36 ans, l'être humain le plus jeune à poser le pied sur un autre monde. Ce record tient toujours aujourd'hui. Mais ce qui a frappé Duke en premier, ce n'était pas l'importance historique. C'était le ciel, l'absence complète de ciel. Duke s'était entraîné pour la poussière grise et les rochers escarpés, mais rien ne l'avait préparé à l'obscurité au-dessus de son casque. C'était un noir si absolu qu'il semblait tomber dans un vide infini. Le contraste écrasait ses sens, le ciel noir le plus profond contre l'éclat presque aveuglant de la surface lunaire. Sur Terre, vos yeux s'ajustent entre ombre et lumière du soleil progressivement. La diffusion atmosphérique crée des transitions douces, mais sur la Lune sans air, il n'y avait aucune pitié. Chaque rocher semblait net comme si quelqu'un l'avait gravé avec un couteau. Chaque ombre coupée comme une ligne d'encre sur du papier blanc. La séparation entre lumière et obscurité ne s'adoucissait jamais. Duke a expliqué plus tard que les photographies échouaient fondamentalement à capturer cette réalité. Les caméras aplatissaient ce qui submergeait l'œil humain en personne. Aucune image ne pouvait rendre hommage aux extrêmes qu'il a observés. Voici ce qui a le plus surpris Duke. Il ne pouvait pas voir la Terre. La célèbre boule bleue suspendue à l'horizon n'était pas visible de l'endroit où Apollo 16 a atterri. La Terre était directement au-dessus d'eux, complètement hors de leur ligne de vue. La combinaison spatiale rendait impossible de regarder droit vers le haut. Duke a expliqué franchement que regarder droit vers le haut signifiait fixer le côté opaque de son casque. La scène la plus poétique de la culture populaire n'a jamais existé pour lui. Le casque créait un effet de bocal à poisson avec un champ de vision sévèrement restreint. Il pouvait voir devant lui, mais la vision périphérique avait disparu. Regarder autour nécessitait de tourner tout son torse. Explorer est devenu un exercice d'ajustement constant luttant contre un matériel conçu pour la survie. Pas pour le confort. La gravité d'un 6e créait son propre paysage de rêve surréaliste. Chaque pas devenait un saut contrôlé. Lors de la première sortie sur la Lune, Young a démontré cela en saluant le drapeau et en se lançant à 1 mètre au-dessus de la poussière lunaire. Duke a capturé le moment sur film, mais la faible gravité créait également des dangers. Duke a tenté un saut et est tombé en arrière, failli s'écraser sur son sac à dos de survie. S'il avait éclaté, Duke aurait eu quelques minutes à vivre. Il a ensuite qualifié cela de stupide, mais cela leur rappelait qu'ils étaient toujours humains. Les extrêmes de température étaient tout aussi impitoyables. La lumière directe du soleil atteignait 127 degrés Celsius, tandis que les ombres plongeaient à moins 173 degrés. Les combinaisons maintenaient la température interne, mais les astronautes pouvaient sentir la chaleur au soleil et le froid à travers les bottes dans l'ombre. Duke a décrit cet endroit comme un lieu sans terrain d'entente. Tout était extrême. Duke croit que cette réalité frappante est ce que l'histoire a fondamentalement mal compris. La culture populaire a réduit la Lune à un décor, une scène en niveau de gris pour des poses héroïques et des plantations de drapeaux dramatiques. Mais Duke insiste sur le fait que ce que les astronautes ont réellement vécu était plus choquant que n'importe quel titre. Ce n'était pas une question de planter un drapeau ou de prendre une photo. C'était une question d'être englouti par des extrêmes que l'esprit humain n'était pas fait pour traiter. Les films et les affiches ont vendu une version de la Lune qui ne s'alignait pas avec la réalité. Ce qu'ils ne montraient pas, c'était la lutte maladroite à l'intérieur des combinaisons, les extrêmes visuels désorientants, la conscience constante d'être séparé de la mort par de fines couches de tissu. La révolution scientifique que personne ne se souvient. Pendant que le monde s'obsède sur les premiers pas d'Apollo 11, Duke n'oublie jamais qu'Apollo 16 a discrètement réalisé des réalisations qui ont changé la science lunaire pour toujours. Le problème était qu'à peu près personne ne s'en souvient. Duke et le commandant John Young ont passé 17 heures et 14 minutes sur la surface lunaire, presque 3 jours complets. Ils ont effectué 3 sorties lunaires totalisant plus de 20 heures. Pendant ce temps, ils ont conduit le véhicule lunaire à travers 26,7 km de terrain accidenté. Ils ont collecté des échantillons géologiques, déployé des instruments sophistiqués et redéfini notre compréhension de la Lune. Apollo 16 a mis en place le tout premier télescope jamais utilisé depuis la surface d'un autre corps planétaire. Pas en orbite, pas sur Terre. Planté directement sur le sol lunaire à l'ombre du module lunaire. Le spectrographe de caméra ultraviolette lointaine était un instrument compact, plaqué, développé par le docteur George Robert Carruthers. Il a capturé des radiations électromagnétiques dans des longueurs d'onde complètement absorbées par l'atmosphère terrestre.
Pour la première fois, l'humanité a regardé les étoiles depuis une plateforme sans air, sans distorsion. Duke a plus tard qualifié cela de fenêtre sur l'univers que aucun observatoire sur Terre ne pouvait égaler. Pourtant, cette étape ne figure à peine dans la plupart des rétrospectives d'Apollo. À la fin de la mission, Duke et Young avaient collecté 95,8 kg de roches et de sol lunaire, certains des échantillons les plus géologiquement divers jamais récupérés de la Lune. La pièce maîtresse était l'échantillon lunaire 60 et un 1016 mieux connu sous le nom de Big Muley, le plus gros rocher unique rapporté par une mission Apollo. Il pesait 11,7 kg sur Terre, mais seulement un 195 kg dans la gravité d'un sixième de la Lune. Ce gros rocher a été découvert sur le bord et du cratère Plum lors de la première sortie lunaire. Le rocher a été nommé d'après William Muehlberger, l'investigateur principal qui l'a repéré sur le flux de télévision en direct. Duke a plus tard plaisanté sur la lutte pour le collecter. Si je tombe dans le cratère Plum en récupérant ce rocher, Muehlberger l'aura eu. Il a dû faire rouler le rocher de la taille d'une pastèque sur sa jambe et le porter comme un bébé parce qu'il ne pouvait pas le soulever d'une seule main dans la combinaison encombrante. Big Muley s'est avéré scientifiquement inestimable. L'analyse a révélé qu'il s'agissait d'une brèche formée par l'impact d'un météorite âgé d'environ 397 milliards d'années. Même aujourd'hui, les laboratoires continuent d'analyser des morceaux que Duke a collectés, mais peut-être que la découverte la plus importante d'Apollo 16 était ce qu'ils n'ont pas trouvé. Les scientifiques s'attendaient à une activité volcanique. Au lieu de cela, Duke et Young ont trouvé des brèches d'impact des rochers brisés par un bombardement météoritique ancien. La formation géologique des astronautes a prouvé sa valeur. Ils ont reconnu la contradiction et ont collecté des échantillons qui ont redéfini notre compréhension de la formation des hautes terres lunaires. Pourtant, malgré ces réalisations, Apollo 16 reste dans l'ombre. La mission de Duke est tombée dans un territoire oublié, principalement rappelé par les scientifiques exploitant ces données. Confrontation avec les dénégateurs. À 89 ans, Charles Duke a entrepris une nouvelle mission inattendue: défendre la réalité elle-même. Plus de 5 décennies après avoir marché sur la Lune, il se retrouve face à des personnes qui nient catégoriquement que les missions Apollo aient jamais eu lieu. Ce ne sont pas des sceptiques occasionnels posant des questions réfléchies. Ce sont des individus convaincus que les atterrissages lunaires étaient des canulars élaborés mis en scène dans des studios de télévision. Pour Duke, ces dénégations sont des affronts personnels à la mémoire d'amis qui ont risqué et, dans certains cas, donné leur vie pour l'exploration spatiale. Lors d'un événement public, un dénégateur a acculé Duke, prêt à contester son histoire avec des points de discussion préparés. Duke n'a pas haussé la voix. Il n'est pas devenu défensif. Il a simplement regardé l'homme dans les yeux et a répondu avec calme autorité. « Monsieur, j'y étais. » Ces 4 mots portent du poids. Aucun vidéo de conspiration sur YouTube ne peut égaler cela. Duke ne fait pas de spéculation. Il était le 10e être humain à poser le pied sur un autre monde. Il a guidé Neil Armstrong vers le premier atterrissage lunaire depuis le contrôle de mission. Son récit de première main est soutenu par des preuves physiques, des milliers de photographies, des heures de communication enregistrées et 95,8 kg de roches lunaires qui se trouvent encore dans des laboratoires à travers le monde. Duke explique méthodiquement des détails que seule une personne ayant vécu l'expérience pourrait connaître. Il décrit la gravité d'un sixième, la chaleur pénétrant sa combinaison, le silence profond et la poussière lunaire qui s'accrochait à chaque couture, créant une odeur semblable à celle de la poudre à canon usagée. Il pointe du doigt 800 livres de roches lunaires au centre spatial Johnson de la NASA. Les échantillons examinés par des scientifiques du monde entier pendant plus de 50 ans contiennent des rapports isotopiques et des compositions minérales impossibles à falsifier avec la technologie des années 1960. Les scientifiques soviétiques ont analysé les échantillons d'Apollo pendant la guerre froide et ont confirmé leur origine lunaire. La crédibilité de Duke découle de sa perspective unique et double. Il n'était pas seulement un marcheur lunaire. Il était aussi la voix à Houston donnant à Armstrong l'autorisation d'atterrir. Il a vécu Apollo des deux côtés, en tant que Capcom calme guidant les autres à travers la mission et en tant qu'explorateur sautant à travers les Highlands de Descartes. Cette combinaison le rend intouchable dans les débats sur l'authenticité d'Apollo. Il est littéralement le dernier astronaute vivant pouvant revendiquer ces 2 rôles. Les derniers témoins. Parmi les 12 hommes qui ont marché sur la Lune, seuls 4 sont encore en vie. Buzz Aldrin, David Scott, Charles Duke et Harrison Schmitt. Duke ressent le poids d'être parmi les derniers témoins. Chaque anniversaire apporte une prise de conscience plus aiguë que la fenêtre pour un témoignage de première main se ferme.
Cette urgence motive sa présence publique accrue. Il accepte des engagements de prise de parole, enregistre des podcasts et participe à des documentaires. Chaque opportunité préserve la mémoire vivante avant qu'elle ne devienne seulement une histoire écrite. Au musée d'État de Caroline du Sud, Duke a dit aux étudiants que se tenir sur la Lune était une question d'élargir les possibilités humaines. Il veut que les jeunes se voient comme des explorateurs potentiels. Duke parle ouvertement de mortalité à près de 90 ans. Il veut que ses petits-enfants héritent d'une histoire claire d'Apollo, non pas comme un mythe ou un appât à conspiration, mais comme une fondation pour ce qui vient ensuite. Lorsqu'ils regarderont les missions Artemis, ils verront la ligne reliant de nouveau à ses empreintes. La Lune comme prologue. Duke voit Artemis comme une continuation de la promesse d'Apollo. La Lune n'a jamais été la ligne d'arrivée. Elle a toujours été un terrain d'essai. Apollo a démontré que les humains pouvaient s'aventurer au-delà de l'orbite terrestre, survivre dans des environnements hostiles et revenir en toute sécurité. Mais le programme a pris fin prématurément avec des coupes budgétaires. Duke voit la Lune comme une préparation essentielle pour Mars. Elle offre un terrain d'essai pour les technologies et les procédures nécessaires au voyage interplanétaire suffisamment proches pour permettre des retours d'urgence. Les missions vers Mars n'auront pas cette marge de sécurité. La vision de Duke s'étend à Mars. Apollo a enseigné des leçons sur la vie dans des environnements hostiles qui s'appliquent directement au voyage interplanétaire. Les défis psychologiques, le besoin d'un soutien vital, fiable, l'importance d'un travail significatif, la valeur des systèmes redondants. Mars présente des défis plus grands. Le voyage prend de 6 à 9 mois. Les délais de communication allant jusqu'à 24 minutes signifient que les astronautes doivent résoudre des problèmes de manière autonome, mais Duke soutient que ces défis sont solvables avec la technologie actuelle. Le poids spirituel de la Lune. En se tenant sur la surface lunaire, Duke a vécu quelque chose au-delà du scientifique. Le contraste entre le noir absolu et l'éclat aveuglant semblait spirituel, comme si l'univers avait été dépouillé de sa forme la plus brute. Duke décrit l'expérience en termes spirituels. Pas de ciel doux, pas de brume, pas de nuages dérivant, juste lumière et vide. Cette austérité a forcé une confrontation avec une réalité qu'aucune photographie ne pourrait transmettre. C'était un environnement complètement indifférent à l'existence humaine. Sans combinaison spatiale, la mort surviendrait en quelques secondes. Duke admet que c'était à la fois terrifiant et sublime. La Lune révélait la petitesse de l'humanité tout en révélant notre capacité à la grandeur. Lors de la 3e sortie lunaire, Duke et Young ont participé aux Olympiades lunaires des moments de jeu au milieu d'un travail sérieux. Duke a plus tard qualifié sa tentative de saut en hauteur de stupide car cela aurait pu être fatal. Mais il a reconnu pourquoi ils l'ont fait, le besoin d'affirmer la normalité pour se rappeler qu'ils étaient toujours des hommes. Dans des interviews des décennies plus tard, Duke a révélé une autre dimension. La marche sur la Lune n'a pas changé ma vie. La marche avec Jésus a changé ma vie. Ce voyage spirituel est devenu plus significatif que son accomplissement lunaire. Il voit la majesté de la création comme une preuve d'un créateur, l'exploration comme un accomplissement d'un but au-delà de la survie. Depuis la Lune, les frontières politiques disparaissent. Les conflits nationaux semblent absurdes. Duke a vu la Terre non pas comme un territoire, mais comme le foyer de l'humanité précieux et fragile. Duke a laissé quelque chose de personnel sur la Lune, une photographie de sa famille, scellée dans un sac en plastique. Il l'a photographiée allongée sur la surface lunaire avant de la recouvrir de poussière. Ce geste reflète son désir de partager l'expérience et de marquer sa présence au-delà de la documentation officielle. La photographie reste là aujourd'hui, dégradée mais toujours un témoignage de la dimension humaine d'Apollo. À 89 ans, Duke a vu à la fois les sommets d'Apollo et des décennies de stagnation. Mais il reste optimiste. Artemis signale un engagement renouvelé. Des entreprises privées développent de nouvelles capacités. Les jeunes du monde entier rêvent de l'espace. Le plus grand espoir de Duke est simple. Voir les humains revenir sur la Lune avant de mourir, transmettre le titre de ce plus jeune marcheur lunaire à une nouvelle génération. La Lune, insiste Duke, n'était que le début. Elle a prouvé ce qui est possible. Le prochain grand pas attend la décision de l'humanité de le franchir. En se tenant sur les Highlands de Descartes en avril 1972, Charles Duke a vécu quelque chose que peu d'humains vivront jamais. L'étrangeté profonde d'un autre monde. La beauté écrasante de la Terre depuis l'espace. La mortalité qui vient d'exister dans un environnement qui pourrait tuer instantanément. Et le triomphe de faire partie de la plus grande aventure de l'humanité.
Maintenant, en tant que l'un des derniers témoins, Duc porte un fardeau de mémoire et une mission de témoignage. Son message est urgent car le temps est limité. Son message est porteur d'espoir car le potentiel humain est vaste. Duc croit que la réponse réside dans les choix de chaque génération. Il a fait son choix en 1966 en rejoignant la NASA. Il l'a fait à nouveau en 1972 en posant le pied sur la Lune. Et il le fait encore chaque fois qu'il parle d'Apollo, défiant le public d'imaginer ce qui vient ensuite. La Lune attend le retour de l'humanité. Mars appelle au-delà. Et les empreintes de Charles Duc restent dans la poussière lunaire, un témoignage de ce qu'une génération a accompli et un défi pour toutes celles qui suivent. Que pensez-vous des révélations de Charles Duc et de sa mission de préserver l'héritage d'Apollo? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.